Bonjour et bienvenue dans ce plateau spécial. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, sera ce mercredi donc dans moins d'une heure face aux députés de l'Assemblée nationale pour soumettre à l'approbation de ses parlementaires le projet de la nouvelle constitution de la République de Côte d'Ivoire. Ce projet fera ensuite l'objet d'un référendum. Pour le chef de l'État, il s'agit de doter notre pays, la Côte d'Ivoire, d'une constitution moderne, consensuelle, impersonnelle et à l'épreuve du temps. Alors, question. Qu'y a-t-il exactement dans ce texte qui alimente les débats au sein de la population, au sein de certaines formations politiques? Quel impact cette nouvelle constitution aura-t-elle dans la vie sociopolitique du pays? En attendant d'avoir les réponses en direct au cours de la rencontre dans quelques instants entre le président Alassane Ouattara et les députés, nous allons parler des enjeux de cette nouvelle loi fondamentale, la troisième après celle de 1960 et de 2000. Notre invité est docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody et à l'université de Bouaké. Bonjour, docteur Séverin Guibessongui. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de la direction générale de la RTI. La première question, c'est celle que se pose l'ensemble des Ivoiriens. Eh bien, à quoi répond cette cérémonie, cette présentation de ce texte par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, aux députés? Alors, merci. Disons que la Côte d'Ivoire est en train de rentrer dans une nouvelle république, une nouvelle phase. Ce changement de république explique la solennité que le président de la République veut conférer à la présentation de la Constitution aux représentants de la nation, que sont les députés, d'une part, et au peuple lui-même, qui est représenté par ces derniers. Alors, il s'agit ici d'élaborer une constitution. Et la constitution ainsi élaborée va être présentée. Voyez-vous que déjà... Quand vous dites élaborer, il ne s'agit pas d'une révision, il y a certainement une différence entre l'élaboration d'une nouvelle constitution et la révision d'une nouvelle constitution. Il s'agit de l'élaboration. Il s'agit de l'élaboration. Et donc vous, en tant que docteur en droit, il faut nous expliquer pour la compréhension de tous, pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Alors, la différence entre la révision de la Constitution et l'élaboration de la Constitution réside en ce que élaborer une constitution, c'est doter de façon initiale l'État d'un fondement, de son socle. Et réviser la constitution, si un État a déjà une constitution, on va modifier, réviser les dispositions de la constitution en vue de l'adapter aux situations sociopolitiques de la nation. Et l'intérêt de réviser une constitution, c'est de lui conférer une durabilité, une pérennité, disons une longévité dans le temps. Et élaborer, c'est doter de façon initiale. Alors, l'une des différences fondamentales, c'est que ce ne sont pas, lorsqu'on élabore une constitution, ce n'est pas l'œuvre du pouvoir constituant dérivé ou institué, mais l'œuvre du pouvoir constituant originaire. Qu'est-ce à dire? Le pouvoir constituant originaire, c'est celui qui a pour pouvoir ou pour rôle d'établir une constitution, d'établir l'ensemble de règles juridiques fondamentales relatives à la dévolution et à l'exercice du pouvoir politique. Il s'agit d'élaborer une constitution qui va fonder le nouvel ordre juridique de la nation. Et donc ici, il s'agit du pouvoir constituant originaire. Et le pouvoir constituant originaire aura deux modalités de mise en œuvre. Et il y a deux modalités en pratique de mise en œuvre. Une assemblée constituante qui va élaborer le projet de texte et qui va être adopté ensuite pour être constitution de la République. Et l'assemblée constituante peut être souveraine ou non souveraine. Elle est souveraine lorsqu'elle a le pouvoir d'établir le projet de texte et de l'adopter également. On parle d'assemblée constituante souveraine. Elle peut être non souveraine lorsque elle a la compétence simplement d'élaborer et à charge au peuple de l'adopter par voie référendaire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas toutes les prérogatives, elle adopte
elle élabore du moins le texte, et pour son adoption, c'est le peuple qui va l'adopter. Et l'Assemblée constituante peut être exclusivement ou non exclusivement constituante. Cela veut dire que son rôle ou ses prérogatives, selon qu'elle est exclusivement constituante, peuvent se limiter uniquement à l'élaboration de la Constitution, donc à des matières constitutionnelles. Et lorsqu'elle n'est pas exclusivement souveraine, en plus de son pouvoir d'élaborer le projet de texte constitutionnel, peut avoir des prérogatives en matière législative. Pour ce qui concerne la révision... Alors, non, je voulais tout simplement attirer l'attention de nos téléspectateurs de voir l'arrivée du président du PDC-RDA, Aimé Henri Konan-Bédié, à l'Assemblée nationale. Il avait promis être présent aux côtés du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et comme vous le constatez en même temps que nous, son arrivée. Docteur, on peut y aller. Merci donc à la réalisation. Disons que pour ce qui concerne la révision de la Constitution, qu'il faut distinguer de l'élaboration de la Constitution, la révision de la Constitution est l'œuvre du pouvoir constituant dérivé ou institué. Dérivé de la Constitution ou institué par la Constitution. La différence fondamentale, c'est que pour ce qui concerne la révision de la Constitution, la procédure est préétablie. C'est ça. Elle est connue d'avance, elle est fixée par la Constitution en vigueur dans l'État, qui va donner la procédure à suivre pour la révision de la Constitution. Pour ce qui concerne la Constitution en vigueur actuellement, elle prévoit dans ses articles 124 à 126 la procédure de révision, qui comprend 3 phases principales. L'initiative qui a l'initiative de demander la révision de la Constitution. Alors, ici en Côte d'Ivoire, dans la Constitution en vigueur actuellement, du 1er août 2000, tout comme d'ailleurs la Constitution du 3 novembre 1960 pour la Première République. Alors, qui peut prendre l'initiative? C'est le président de la République, concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale. Alors, lorsque l'initiative vient du président de la République en matière de révision de la Constitution, on parlera de projet de révision de la Constitution. Et lorsque l'initiative émane des parlementaires, donc des membres de l'Assemblée nationale, ce sera une proposition de révision constitutionnelle. Donc l'initiative est concurrente. Mais dans les 2 cas, vous constatez qu'il s'agit de représentants nationaux élus. Tout à fait. Le président de la République étant un élu national, les membres de l'Assemblée nationale, on va arriver lorsqu'il s'agira du Sénat, pourquoi je dis précisément oui, tout à fait, on va en parler. Parce que pour l'instant, le Parlement est monocaméral, donc ce sont les députés. Tout à fait. Et donc, sont également des élus nationaux. Ils sont élus dans une circonscription locale, mais le mandat impératif étant nul, alors ils sont des élus nationaux. Voici les 2 autorités, les 2 organes dans l'État qui ont l'initiative de la révision de la Constitution. Alors, une fois que l'autorité prend l'initiative de réviser la Constitution, il faut que cette initiative soit prise en compte. C'est la 2e étape. On parle de prise en compte de l'initiative. La prise en compte, c'est quoi? C'est le fait d'accepter que l'initiative prise soit poursuivie. C'est ça. Et que l'initiative de réviser la Constitution soit suivie d'effet et se poursuive pour que la Constitution soit révisée. Donc les parlementaires vont accepter que l'autorité, bien que compétente pour prendre l'initiative de la révision, accepter de l'opportunité ou non, déjà, de la révision constitutionnelle. Et pour être prise en considération, le projet de texte soumis par celui qui initie, donc qui prend l'initiative, donc doit avoir la majorité des 2/3 de l'Assemblée nationale. Mais avant l'Assemblée nationale, il y a quand même eu... Avant même de procéder même à l'élaboration ou bien à la révision proprement dite. Ici, nous sommes dans la phase de prise en considération. Et la 3e phase va concerner du moins la phase de l'adoption. Et pour ce qui concerne l'adoption, il y a 2 voies. L'adoption par voie référendaire et l'adoption par voie parlementaire. Lorsque le texte
pour la révision de la Constitution doit être adoptée par voie parlementaire, la majorité requise, c'est la majorité donc des 4/5. Okay. Et pour ce qui concerne l'adoption par référendum, donc par voie référendaire, la majorité requise, c'est la majorité absolue des suffrages exprimés. Donc, vous voyez que en ce qui concerne la révision de la Constitution, la procédure est prédéterminée. Elle est connue d'avance, elle est fixée par la Constitution ou les constitutions en vigueur dans les États au moment où on révise la Constitution. Ce qui n'est pas le cas de l'élaboration d'une Constitution. Il ne s'agit pas de rechercher dans la Constitution en vigueur la procédure de l'élaboration d'une nouvelle Constitution, parce que la procédure de l'élaboration d'une nouvelle Constitution est en dehors de la Constitution, alors que la procédure de révision de la Constitution est dans la Constitution. Mais vous, en tant qu'homme de droit, est-ce que la révision d'une Constitution n'aboutit pas obligatoirement à une nouvelle Constitution? Peut aboutir à une nouvelle Constitution. La révision de la Constitution, comme je l'ai indiqué, il s'agit, voyez-vous que rien n'est immuable. Tout à fait. C'est le philosophe grec Héraclite qui dit que tout coule et rien ne s'arrête. On ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Pour dire que rien n'est immuable, surtout les œuvres humaines. Alors, dès l'instant où on a doté la Constitution d'un socle, d'une loi fondamentale, dans la mesure où c'est une œuvre humaine, adoptée ou élaborée à une époque donnée, on convient que les générations ne sont pas les mêmes lorsque la Constitution a été adoptée. Elle peut avoir été adoptée, quand vous prenez la Constitution de 1958, la 5e République en France, le peuple français de 1958 n'est pas celui d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc, naturellement, tout comme de 2000 n'est pas celui de 2016 en Côte d'Ivoire. Il y a notamment une mutation progressive des mentalités, des mœurs, des politiques sociales et autres. Et en ce moment, l'intérêt de la révision, c'est de dire on s'entend sur les règles fondamentales essentielles, mais on convient que ces règles peuvent subir en quelques aspects des modifications en vue de les adapter à la situation sociopolitique. D'accord. Donc on peut parler de nouvelle constitution. Et non, on ne parle pas de nouvelle constitution, c'est la révision de la constitution. La preuve, c'est que... Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ce texte que le président... la constitution française de 58, aujourd'hui avec la vingtaine de révisions d'amendements, on ne dit pas que c'est une nouvelle constitution, on vous dira c'est la constitution de 58. Tout comme également la constitution de 1787 aux États-Unis, c'est la même qui subit notamment des révisions. Tout comme celle du 3 novembre 1960 qui a régi la Côte d'Ivoire pour la Première République, jusqu'en 2000, ça a été la même constitution, mais qui a subi des révisions. La constitution demeure la même. Par contre, lorsqu'on élabore, c'est une nouvelle constitution, c'est une nouvelle plateforme juridique. Donc, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est l'élaboration d'une nouvelle constitution. Dans quelques instants, donc, nous allons donner l'antenne à nos envoyés spéciaux à l'Assemblée nationale. Vous serez avec Victorien Angoua. Pour l'instant, nous allons poursuivre donc cet échange sur le plateau. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a dit « Nous allons doter la Côte d'Ivoire d'une constitution consensuelle, d'une constitution impersonnelle et moderne. » Que peut-on comprendre? Alors, ce sont d'ailleurs des règles, je peux dire, des règles fondamentales qui découlaient du message lors de la prestation de serment du président de la République nouvellement élu. Et nous avions eu le privilège d'y être. Et le président, effectivement, dès la prestation de serment, a fixé le cap, les grands axes. Et dire qu'il pense qu'il faut pour la Côte d'Ivoire une constitution stable, impersonnelle, comme vous l'avez si bien indiqué. Et voyez-vous que, au-delà de toute considération, on peut en discuter, la constitution du 1er août 2000, qui nous régit à ce jour, a quand même été peut-être la source ou bien le prétexte de toutes les crises que notre pays a traversées pendant depuis 15 ans, soit dans son application, soit dans son interprétation, mais toujours est-il que la Constitution a cristallisé les passions
Surtout au niveau des conditions d'éligibilité à la présidence de la République, il faut le dire. Hein, il faut, voilà. Parce que malheureusement, dans nos pays africains, parfois il y a une cristallisation tout à fait. sur le personnage du président de la République. Donc la constitution du 1er août a cristallisé les passions et naturellement on a constaté les nombreuses crises depuis son adoption. Pour adopter une constitution impersonnelle, qui soit stable ou qui confère à l'État une stabilité. Parce que la constitution, c'est la loi fondamentale, c'est là qu'on parle de socle également de l'État. Tout à fait. Ce socle de l'État, s'il n'est pas stable, alors ça veut dire que l'État lui-même est instable et va encourir des situations d'instabilité permanente et qui peuvent même contribuer ou concourir à sa disparition ou à sa déliquescence. Alors donc une constitution moderne, impersonnelle, consensuelle, et pourtant on a en face une opposition qui dénonce et qui conteste ce texte, et surtout au niveau de l'éligibilité et un certain nombre de choses. Alors une constitution ne fait pas, on peut le dire, l'unanimité. Est-ce que pensez-vous que ces grincements de dents provoqués par ce nouveau texte peuvent se justifier ? Alors, disons que le souci d'ailleurs de la cérémonie d'aujourd'hui, qui est la présentation par le président de la République lui-même de cet avant-projet de constitution à la représentation parlementaire, donc la représentation nationale, également vise à apaiser ou à atteindre également ce consensus, large consensus. Alors, lorsque ce n'est pas anodin que le président de la République présente lui-même ce texte à l'Assemblée nationale. Cela veut dire que le président de la République a à cœur d'associer aussi le peuple dès l'élaboration. Du moins, les représentants du peuple dès la phase d'élaboration du projet de constitution. N'oublions pas que les députés sont les représentants du peuple. Du peuple, oui. Alors, en présentant le texte devant les représentants du peuple, et là, en leur permettant d'ailleurs de faire des modifications, des amendements, en vue de parfaire éventuellement ce projet ou cet avant-projet de texte, c'est de le permettre au peuple, à travers ses représentants, d'avoir le pouvoir de dire un mot dans la phase d'élaboration, même si c'est de façon indirecte à travers ses représentants. Et la seconde phase, non la moindre, c'est le référendum. La phase d'adoption. D'adoption, oui. Donc, par voie référendaire, qui, celle-là, va permettre au peuple d'être consulté directement et de dire s'il approuve ou s'il reprouve le texte, s'il accepte ou s'il rejette le texte. Donc le peuple sera amené également à se prononcer à la phase d'adoption. Et l'un des intérêts fondamentaux, c'est que en passant à l'Assemblée nationale, c'est d'impliquer, d'avoir une phase inclusive dans la phase d'élaboration, tant dans la phase d'élaboration que dans la phase d'adoption. Certains observateurs, naturellement, comme je l'ai si bien indiqué, il ne s'agit pas d'une révision de la Constitution, se sont demandé pourquoi, alors qu'il ne s'agit pas d'une révision de la Constitution et qu'il s'agit de l'élaboration d'une nouvelle Constitution, oui. Et le président de la République s'autorise à passer tout de même à l'Assemblée nationale. Voyez-vous que, comme je l'ai si bien indiqué, c'est une façon de rechercher ce large consensus nécessaire. Alors, on dit qu'en général, l'ordre constitutionnel positif doit être légitime. C'est-à-dire qu'il doit avoir l'assentiment populaire, la recherche d'un consensus, de sorte à ce qu'il y ait une forte adhésion de la population à l'ordre constitutionnel positif. Ce qui d'ailleurs va faciliter son application. Ce qui va éviter également que la loi fondamentale, le socle de la nation, soit l'objet des divisions, des cristallisations des passions ou des mésententes. Oui, quand on parle de mésententes. En général, oui. Je dis souvent que la Constitution est la boussole de tous et par tous. La Constitution ne doit pas être celle qui désoriente le peuple, mais qui oriente le peuple, qui oriente à la fois les institutions de la République, les pouvoirs publics, l'État, les citoyens, parce qu'elle fixe également les droits, les libertés
et les devoirs des citoyens, ne l'oublions pas. L'un des aspects dénoncés par l'opposition, c'est au niveau de la présidence, l'éligibilité. Alors, que dit cette nouvelle proposition au niveau de l'éligibilité du président? Alors, dans l'avant-projet de constitution... Oui, avant-projet de constitution, oui. Alors, ce qui est prévu pour les conditions d'éligibilité, c'est qu'il faut être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Donc, exclusivement ivoirien, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir deux nationalités. Donc, il faut avoir la nationalité ivoirienne de façon exclusive et non pas une autre. Et il faut être ivoirien d'origine, de père ou de mère. De père ou de mère. L'un des parents, oui, l'un des qui parents. veut dire en clair que les deux parents ne doivent pas être naturalisés. Un des parents peut être naturalisé, mais un des parents au moins doit être ivoirien d'origine. Voilà ce que prévoit l'avant-projet de constitution. Vous vous rendez compte que les conditions d'éligibilité ont été simplifiées et pour tenir compte également des accords de Linas Marcoussi. Oui, ça on ne le dit pas assez. Mais cette nouvelle constitution a été demandée, oui, tous les acteurs étaient présents. Vous voyez, il y a une chaîne également à voir au niveau de notre raisonnement. Sur ces conditions d'éligibilité, tous les acteurs réunis à l'époque avaient, lors des accords de Linas Marcoussi, adopté cette disposition précise qui n'a été que remise dans l'avant-projet de constitution. D'accord. Vous avez dans ce projet de constitution une innovation majeure. Oui, la vice-présidence. La vice-présidence. On va en parler tout à l'heure. On va en parler. Nous allons revenir un peu sur quelques temps forts de ce parcours de ce nouveau texte. Le chef de l'État avait en son temps demandé à un comité d'experts de faire des propositions et ce comité est allé remettre résultats au président de la République. Nous allons revenir sur les temps forts de cette cérémonie de remise. La concertation en toute discrétion. Voici la formule employée par le comité d'experts chargé par le président de la République d'élaborer une nouvelle constitution. Au bout de 4 mois, cette méthode de travail s'est avérée payante avec en prime un avant-projet de constitution remis ce samedi au président Alassane Ouattara. Il comporte, Monsieur le Président, 184 articles répartis dans 16 titres et 50 chapitres. Par rapport à la Constitution de 2000, l'avant-projet de Constitution comporte 51 articles de plus, ainsi qu'un titre de plus. Autre fait marquant, par rapport aux deux premières Constitutions de 60 et de 2000, l'avant-projet de constitution comporte des chapitres. C'est une innovation majeure. Des innovations sur la forme, mais également sur le plan institutionnel. Ainsi, cette probable future constitution autorise l'institution d'une vice-présidence, d'un Sénat, l'élargissement du champ de compétences du Conseil économique et social à la culture et à l'environnement, et enfin la constitutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Tous ces changements voulus par le chef de l'État ont fait l'objet d'une analyse objective selon le président du comité d'experts. Le comité d'experts s'est voulu la plume du président de la République, mais une plume qui s'est voulue obéissante, éclairée et intelligente. Jamais le comité d'experts ne s'est senti dans une posture de suivi moutonnier avec le président de la République. Comme pour féliciter le comité d'experts pour la qualité du travail abattu, le chef de l'État a prolongé sa mission de consultation et d'explication auprès des leaders d'opinion et des populations. Une mission qui devrait conduire à l'avènement d'une troisième république plus soucieuse du respect des droits et des libertés. Mesdames, Messieurs les membres du comité d'experts, le 31 mai 2016, je vous ai désigné. L'actualité oblige, nous sommes obligés d'arrêter cet élément et vous allez voir l'arrivée du chef de l'État à l'Assemblée nationale. Vous aurez les images dans quelques instants. Nous attendons donc la réalisation de nous proposer ces images en direct de l'Assemblée nationale.
Dans la nouvelle constitution, il y a la création d'un poste de vice-président. Cela suscite aussi des grincements de dents. Alors vous, en tant qu'homme de droit, et on parle aussi de la... Il y a la vice-présidence, donc on a la présidence de la République, on a le Premier ministre. Est-ce que cette nouvelle constitution n'institue pas 3 personnalités au niveau de l'exécutif? Alors, déjà, concernant l'institution du poste de vice-président, Ouais. il faut dire qu'il s'agit Voilà. d'une question de nature. Voilà, le chef de l'État, donc, comme vous le voyez, qui est arrivé à l'Assemblée nationale, il va, donc, dans quelques minutes, s'adresser aux parlementaires, leur expliquer le bien fondé de cette loi fondamentale. Vous serez donc en direct dans quelques instants. Nous allons donner donc l'antenne à Victorien Angwa pour l'instant. Donc, pour l'instant, nous allons continuer nos échanges sur ce plateau. Alors, pour vous, est-ce que la sensibilisation a été suffisamment faite pour la compréhension des uns et des autres sur cette loi fondamentale? Parce que qu'est-ce qui pourrait justifier, voilà, ces grincements de dents du côté de l'opposition alors que le chef de l'État veut une constitution? Voilà, donc nous allons partir directement à l'Assemblée nationale. Pas encore, le chef de l'État, c'est l'hymne national. Voilà, donc on va laisser nos téléspectateurs apprécier ces images. Voilà, allons-y, docteur. Alors, nous étions expliquant On ne parle plus. le... Voilà, vous devenez à peine d'écouter l'hymne national, donc en présence du chef de l'État qui va donc s'adresser dans quelques instants à l'ensemble des parlementaires. Voilà, docteur. Oui, voilà, donc, nous disions pourquoi un poste de vice-président institué dans cet avant-projet de constitution. Alors, il faut retenir qu'il s'agit d'une question de nature du régime. La Côte d'Ivoire a un régime de type présidentiel, un régime politique présidentiel. Nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Et là aussi, il est important que la population le comprenne et le sache. Dans un régime présidentiel, on a un vice-président. Alors ici, il s'agit d'ailleurs, dans le cadre de cette constitution, d'affiner, de peaufiner ou de raffiner la nature du régime politique ivoirien. C'est un régime politique de type présidentiel. Il n'est donc pas anormal qu'il soit institué dans un régime de ce type, donc de type présidentiel, un poste de vice-président. Oui. Voilà par exemple, donnons le cas par exemple des États-Unis. C'est un régime présidentiel. On parle de régime présidentiel pur. C'est un régime présidentiel avec un poste de vice-président. À côté de chez nous, ici en Afrique de l'Ouest, vous avez le Nigeria, le Ghana, où il y a des postes de vice-président, qui sont des régimes présidentiels. Et en Afrique du Sud, vous avez également un régime présidentiel avec un vice-président. Donc, voyez-vous que cela répond à la logique raffinée. C'est vrai, c'est une importance toute particulière. Vous voyez le chef de l'État en compagnie du président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Et donc, le chef de l'État avait promis dès son... Voilà, et donc nous allons donner l'antenne à nos envoyés spéciaux. Victorien Angwa, si vous nous entendez, vous pouvez prendre l'antenne pour la suite de cette cérémonie. Victorien, vous avez l'antenne. Président de l'Assemblée, la Première République la plus longue au plan chronologique, c'est-à-dire 1960 et 1999, a connu 2 grandes séquences politiques. Le parti unique de 1960 à 1990 et le multipartisme de 1990 à 1999. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, a animé ces 2 grandes séquences. Mais après sa disparition en 1993, le président Henri Konan Bédié lui succède jusqu'en 1999. Il est d'ailleurs dans l'enceinte de l'Assemblée nationale
ce matin pour vous dire combien de fois l'ouverture de la deuxième session 2016, la deuxième session ordinaire 2016 est importante. On l'a vu tout à l'heure, le président de la République a reçu les honneurs militaires. Il va maintenant faire son entrée dans l'enceinte du palais de l'Assemblée nationale en compagnie de son épouse, du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale. Les présidents de la Deuxième République interviennent avec la Constitution de juillet 2000 dans un contexte de crise aiguë. Celle-ci ne s'apaise qu'avec l'organisation des élections inclusives d'octobre 2010. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de RTI 1, vous suivez en direct du palais de l'Assemblée nationale à Abidjan Plateau l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'année 2016. Cette deuxième session de l'an 2016 a un caractère particulier. 2016 marque en effet la fin de la législature 2011-2016, ce qui implique nécessairement le renouvellement du Parlement. Vous l'avez deviné, il y aura des élections législatives en fin d'année. Mais surtout, cette particularité va se vivre ce premier mercredi du mois d'octobre avec la visite du président de la République, Alassane Ouattara. La retransmission de l'événement se fera avec le concours de Marius Ndri Kofi. Il est le secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale. Bonjour Marius Ndri. Bonjour Victorien. Alors, y a-t-il des circonstances exceptionnelles qui amènent le président de la République à se présenter à l'Assemblée nationale? Effectivement, il y a des circonstances véritablement exceptionnelles à plus d'un titre, et ce parce que aujourd'hui, la nouvelle constitution qui a été rédigée par le comité des experts doit être examinée par le président, l'Assemblée nationale. Donc il est de bonne loi que ce texte important qui marque un tournant décisif dans l'histoire de la République de Côte d'Ivoire soit présenté par son auteur. Au terme de la constitution ivoirienne, le président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale. Donc c'est l'auteur du texte qui vient faire un plaidoyer, et je pense que le plaidoyer est la chose la mieux qui sied actuellement le mieux à cette situation. Et donc à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, changer de République, ce n'est pas un fait courant. Donc il est bon que le président de la République vienne marquer ce changement important. Et c'est la 4e fois qu'un président de la République intervient à la tribune de l'Assemblée nationale. En 1960, c'était Félix Houphouët-Boigny. 1965, encore Félix Houphouët-Boigny. 1999, Henri Konan Bédié. Ce mercredi 5 octobre, le président Alassane Ouattara. Je rappelle que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a pris part à la séance inaugurale de la législature 2011-2016, tenue en mars 2012 à Yamoussoukro. C'est d'ailleurs la rencontre qui a vu l'élection de Guillaume Soro comme 9e président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent à la fin de la deuxième session ordinaire de la deuxième année de ce mandat. À quel moment les élections ont-elles lieu dans ces circonstances? Les élections auront lieu 50 jours au plus, 20 jours au moins avant la fin du mandat des députés en cours, donc probablement dans le mois de novembre. Voilà. Je rappelle que le président de l'Assemblée nationale et le premier vice-président sont soumis eux-mêmes aux mêmes conditions d'éligibilité que le président de la République. A noter que la séance plénière de clôture de la première session ordinaire de l'année 2016 a eu lieu le mardi 26 juillet 2016. Et tout à l'heure, c'est la première vice-présidente qui a ouvert excusez-moi, les choses avec l'appel nominal exécuté par le directeur des services législatifs, Adra Alain. Les députés excusés 16, présents 234 sur 250, le quorum qui est de 126 députés est donc atteint. Les députés pourront donc délibérer. Alors, qu'est-ce que l'on a pu retenir un peu succinctement de la première session qui est passée? C'est une session normale, c'est la session des lois. La deuxième session, c'est la session budgétaire. Donc, la première session a permis à l'Assemblée nationale d'adopter d'importantes lois, destinées à, je crois, à régir les activités dans ce pays où 10 années durant, nous avons erré. Donc il fallait remettre les choses en place et l'Assemblée nationale contribue à sa manière à remettre les choses en place en validant des textes qui lui semblent importants. Et il y a 2 périodes dans l'année que la Constitution a décrites comme la période de travail des députés, ce qu'on appelle les sessions. Donc une session ordinaire, elle a une durée, elle s'ouvre à un moment précis et ce moment précis est prévu par la Constitution. Et aujourd'hui, c'est le premier mercredi
d'octobre et c'est la date qui est prévue par la Constitution pour l'ouverture d'une session. Donc la deuxième session ordinaire de l'année qui est une année dite budgétaire. Mais au-delà de cela, cette session sera marquée d'une pierre blanche parce qu'elle va allier session budgétaire et session constitutionnelle, dirait-on. À l'ordre du jour donc, de cette session, l'ouverture de la deuxième session, l'adresse du président aux députés, l'accueil des médaillés olympiques et puis l'adoption de l'ordre du jour des travaux de la session 2016. Marie Cédric, quel est vraiment l'intérêt d'une révision constitutionnelle ou voire la rédaction d'une nouvelle constitution? Bien, la révision constitutionnelle se distingue de la révision d'une nouvelle constitution. La révision, elle est prévue déjà par la Constitution elle-même. C'est une procédure qui est prévue par la Constitution. Et donc, la nouvelle Constitution, elle vient remplacer une Constitution existante. Donc, c'est deux choses différentes. Mais pour ce qui nous concerne, il est bon de parler de nouvelle Constitution parce que la Constitution qui arrive vient s'ouvrir sur une nouvelle République. Et cela pose quelques petits problèmes à certaines personnes. Mais je pense que cela se justifie amplement. Ça se justifie amplement au même titre que la présence du président de la République à l'Assemblée nationale. Il faut commencer les choses par le commencement. C'est vrai que c'est la 4e fois qu'un président de la République va se prononcer, va s'adresser au peuple à partir de la tribune de l'Assemblée nationale. La première fois, c'était en 1960 pour la déclaration de l'indépendance de Côte d'Ivoire. La deuxième fois, en 1965, par le président Houphouët-Boigny. La troisième fois, en 1999, par le président Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, par le président Alassane Ouattara, et cela pose des problèmes à certaines personnes, mais il faut simplement comprendre qu'au plan juridique, cela se comprend, cela se justifie, et ce d'autant que l'article 57 de la Constitution, reprise par l'article 88 du règlement de l'Assemblée nationale, dispose que le président de la République communique avec l'Assemblée nationale, soit directement, soit par des messages qu'il fait lire par le président de l'Assemblée nationale. Il a décidé lui-même de mettre en œuvre la première partie de la phrase, communiquer avec l'Assemblée nationale directement. Et donc, au plan constitutionnel, la présence du président de la République dans cette Assemblée nationale aujourd'hui se justifie amplement. Au plan réglementaire, pour ce qui concerne les procédures parlementaires, la présence du président de la République se justifie également amplement. Au plan pratique, cela se justifie. Pourquoi? Il est vrai que dans certains pays, le président de la République s'interdit, quoique prévu par la Constitution, le président s'interdit de prendre part au débat parlementaire, de prendre part aux échanges qui ont lieu à l'Assemblée nationale, mais il ne s'agit pas de s'ingérer dans la procédure parlementaire aujourd'hui. Ici, alors même qu'il ne s'agit pas de révision constitutionnelle et qu'il s'agit de l'édiction d'une nouvelle constitution, la présence du président de la République à l'Assemblée nationale se justifie au plan légistique. La légistique, c'est donc l'ensemble des techniques et méthodes de conception et d'élaboration des lois. Lois prises au sens large. La Constitution étant une loi qui se situe, quoique se situant au sommet de la hiérarchie des normes juridiques, c'est une loi. Et donc, au plan légistique, il y a la recherche d'une plus grande légitimité. Et nous savons que la Constitution, c'est un acte important, c'est l'acte de gestion de l'État, c'est l'acte qui répartit les pouvoirs entre les institutions, qui crée les institutions et qui leur donne des pouvoirs. Et il est bon que quand on veut élaborer une nouvelle constitution, on puisse rechercher une plus grande légitimité. Et c'est pourquoi le président de la République a cru bon de venir à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale constituée donc des représentants du peuple pour rechercher une plus grande légitimité pour son projet. Et nul n'est censé ignorer qu'à l'issue de l'examen de l'Assemblée nationale, ce texte fera l'objet d'un vote par l'ensemble des populations. Donc vous voyez que le président de la République veut qu'il y ait véritablement une prise en main du peuple, par le peuple de cette constitution. Voilà, nous assistons à l'entrée du président Henri Konan Bédié et de l'épouse du chef de l'État, Mme Dominique Ouattara. Dans la scène de l'hémicycle, je rappelle que le président Henri Konan Bédié a dirigé l'Assemblée nationale avant d'être lui-même président de la République. Tout à l'heure, Marie Cédric le disait. La deuxième déclaration à l'Assemblée, la première déclaration à l'Assemblée nationale, c'était Félix Houphouët-Boigny le 7 août 1960 à l'occasion de la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La deuxième, également par Félix Houphouët-Boigny, c'était le 25 novembre 1965 après sa réélection du 7 novembre 1965.
Dans cette adresse, le président de la République fustigeait le comportement du président Sékou Touré de Guinée qui réclamait le rapatriement des Guinéens exilés en Côte d'Ivoire. Il a également invité les députés ivoiriens à engager des discussions sur les questions d'intérêt national avec un esprit national. Et nous avons la troisième déclaration qui a été faite le 22 décembre 1999 par le président Henri Konan Bédié. Pour rappel, plusieurs chefs d'État de passage en Côte d'Ivoire se sont aussi adressés au peuple ivoirien à la tribune de l'Assemblée nationale. L'on peut citer entre autres les présidents Maurice Yaméogo de Haute-Volta, Mobutu Sese Seko du Zaïre, Haïlé Sélassié d'Éthiopie, Abdou Diouf du Sénégal, William Tolbert du Libéria, Blaise Compaoré du Burkina Faso, Thabo Mbeki d'Afrique du Sud, Goodluck Jonathan de la République fédérale du Nigeria. En plus des chefs d'État, il y a eu d'autres personnalités, parmi lesquelles la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. Et nous attendons dans quelques instants l'entrée du président de l'Assemblée nationale et du président de la République dans l'enceinte de l'hémicycle. Nous sommes en plein dans l'ouverture de la deuxième session ordinaire. La fin de cette deuxième session ordinaire coïncide donc avec la fin de la présente législature. Il y a donc à l'horizon le renouvellement du Parlement, donc des élections en vue. Marius Ndri, la donne peut-elle modifier le comportement des députés puisque l'enjeu est de se faire réélire? Le président de l'Assemblée nationale n'a cessé de dire que le bon député est celui qui se fait réélire. Ben, je pense que c'est devenu pratiquement la palissade pour l'Assemblée nationale de reprendre cette phrase du président de l'Assemblée nationale, et ce d'autant qu'aucun député n'a envie de ne pas être réélu, mais je ne pense pas que l'enjeu puisse faire changer de comportement aux députés. Les députés savent qu'ils sont les représentants du peuple de Côte d'Ivoire et qu'en recourant à eux pour jeter un premier coup d'œil sur cet important document, c'est non seulement une marque de considération, mais c'est faire recours ou bien avoir recours à leur technicité. Et donc, je pense que le député est heureux de se retrouver là aujourd'hui et il pense être à sa place et il jouera le rôle qui lui revient. Je précise Monsieur le Président de la République. Voilà, le Président de la République, Alassane Ouattara, qui fait son entrée au palais de l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle, voilà, on l'aperçoit. Il est en compagnie du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, le président de la République, qui va saluer maintenant les personnalités au premier rang. La nouvelle constitution, Marius Ndri, prend en compte des accords de l'UNAM aussi, mais il y a quand même des innovations. Un poste de vice-président, le Sénat, l'élargissement du Conseil économique et social, etc. Voilà, le président de la République salue tous les députés. Oui, Marius Ndri. Oui, mais je crois que on n'innove pas pour innover. On n'innove pas pour innover. La loi doit prendre en compte la réalité sociale et je pense que cette nouvelle constitution prend en compte un certain nombre de principes, un certain nombre de choses, prend en compte la réalité que nous avons vécue avant l'INAS Marcoussis, après l'INAS Marcoussis et la réalité que nous allons vivre. Et donc, là, comme le disait le président de l'Assemblée nationale, la constitution, c'est un peu l'acte de naissance d'un État. Il est bon que cet acte de naissance prenne en compte beaucoup d'éléments. Et je crois qu'il est de bonne loi que les députés chantent l'hymne national, ils entendent l'hymne national pour dire que c'est toute la nation ici représentée qui se lève pour saluer l'arrivée du président de la République, une arrivée historique, doublement historique. Il est venu la première fois à l'ouverture de la législature, il n'a pas parlé. Aujourd'hui, il parlera. Donc, je pense que le président de la République doit avoir droit à des honneurs et ces honneurs lui sont rendus par le peuple de Côte d'Ivoire, représenté par les 234 députés présents et même par les 16 excusés. Voilà, la séance solennelle d'aujourd'hui est une cérémonie. Elle se serait tenue avec ou sans le président de la République. Mais il y a quelque chose que je voudrais bien comprendre. La disposition protocolaire. Je vois le président de la République de l'autre côté. Est-ce qu'il y a une explication? Oui. Vous savez, il y a trois pouvoirs dans un État. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Le président de la République, bien qu'étant chef de l'État, arrive en tant que membre de l'exécutif au niveau du pouvoir législatif. Donc le pouvoir législatif est bien à sa place, le président de l'Assemblée nationale reste dans son fauteuil et il a à sa droite le président de la République. Donc cette disposition respecte bien les canons de la République. Voilà, nous allons démarrer la session avec le président de l'Assemblée nationale, puisqu'il y a eu une suspension tout à l'heure avec la première vice-présidente.
président de la République est là ce matin. Dans la pratique, le début de la deuxième session, de la session ordinaire est marqué par une solennité. À cette occasion, les députés organisent une cérémonie marquée par le seul discours du président de l'Assemblée nationale, dont le point de chute est la déclaration solennelle de l'ouverture de la session. La Constitution du 1er août 2000 en son article. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, première dame de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, Monsieur Kablan Duncan, Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur Jeannot Ahoussou Kouadio, ministre d'État auprès du président de la République, chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le nonce apostolique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les membres des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les députés et chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, directeurs et chefs de service, Messieurs les officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables chefs traditionnels, distingués chefs religieux, élus invités, Mesdames et Messieurs. Mes chers collègues, qu'est-ce que le temps passe vite? Ainsi donc, nous voici à la fin de notre mandat de député de la Nation. Nous voici déjà, Monsieur le Président, à quelques jours de notre mise en chômage collectif. Monsieur le Président, vous pouvez imaginer notre peine. Et pourtant, comme vous pouvez le constater, loin de s'apitoyer sur leur sort, les députés arborent ce matin, avec leurs apparats, un sourire éclatant et font preuve d'un optimisme débordant. Monsieur le Président, s'ils ont ainsi le cœur joyeux, c'est parce que 5 ans durant, ils ont bien travaillé, bien accompli leur mission, le cœur toujours à l'ouvrage. S'ils sont encore plus joyeux, c'est qu'ils sont heureux de recevoir pour la première fois dans cette enceinte et au même moment 2 illustres personnalités, à savoir le premier magistrat en exercice de notre pays, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le président Henri Konan Bédié. dont, Monsieur le Président, il faut se souvenir qu'il m'a précédé au perchoir, ici même. Les députés se sentent honorés de cette marque de considération qui rehausse et renforce le prestige de leur institution. Excellence, Monsieur le Président de la République, je me dispenserai aujourd'hui de dresser un portrait de vous, car le peuple vous connaît et il vous connaît très bien. Par 2 fois, il vous a élu et largement élu. Et vous incarnez au plus haut point la légitimité que peut seule conférer l'onction populaire. Monsieur le Président, assurément, la voix du peuple ne trompe pas. La voix du peuple ne se trompe pas. Il y a des hommes
qui sont portés par l'histoire. Mais il y a aussi, et c'est bien plus rare, de grands hommes qui font l'histoire. Indéniablement, vous faites partie. C'est pourquoi irrésistiblement, votre présence me rappelle celle de Félix Houphouët-Boigny, qui prononça ici même, le 7 août 1960, ces paroles fondatrices, restées historiquement gravées dans nos annales, et je cite: « Voici arrivé pour toi, ô mon pays bien-aimé, l'heure tant attendue où ton destin t'appartient. » Et le président Félix Houphouët-Boigny d'ajouter: « En vertu des droits inaliénables qu'a tout peuple de disposer de lui-même, et en ce jour béni du 7 août 1960, je proclame solennellement l'indépendance de la Côte d'Ivoire. » Fin de citation. Monsieur le Président, vous êtes le 3e président en exercice à prendre la parole en ce lieu sacré de la démocratie. Le président Félix Houphouët-Boigny le 7 août 1960 et le 25 novembre 1965. Le président Henri Konan Bédié le 22 décembre 1999. Monsieur le Président, si j'ai fait ce rappel, c'est à la fois pour montrer et démontrer qu'il existe une affinité spirituelle et une continuité historique entre Félix Houphouët-Boigny, le président fondateur, et Alassane Ouattara, le président réformateur. Comme pour souligner que dans les moments cruciaux qui engagent l'avenir de la nation, c'est la tribune de notre Assemblée qui est choisie comme lieu de prédilection pour s'adresser solennellement au peuple. Que vous ayez choisi cette tribune, Monsieur le Président, témoigne du fait que vous avez la conviction que notre institution est en capacité d'accomplir précisément sa mission et d'assumer pleinement ses responsabilités quand notre pays est confronté à des enjeux majeurs qui engagent l'avenir de la nation. Chers collègues, députés, le Président nous parlera immanquablement du projet de la nouvelle constitution de la Troisième République à venir, et il en parlera comme il a coutume de le faire, avec sérénité, clarté, limpidité et détermination. En effet, les accords de Lina Marcoussi et leur adoubement par la résolution 1664 des Nations Unies l'y engagent et l'actuelle Constitution l'y autorise. Monsieur le Président, au nom des députés, comme en mon nom propre, j'exprime ici avec force que nous aussi, nous vous apportons notre soutien le plus ferme pour conduire à son terme cette réforme si importante pour l'avenir de notre pays. Le temps est venu de faire preuve d'une audace dans les réformes et de laisser derrière nous les hésitations et autres procrastinations qui sont autant de freins à notre évolution. Monsieur le Président, un mot encore, si vous me le permettez, j'en aurai fini. Je vous invite à regarder cette image derrière nous. Elle représente, comme vous le constatez, un majestueux éléphant, la trompe dressée qui barille. Et c'est le président Bédié qui me l'aura appris. Quand l'éléphant barille dans la forêt, tout le monde l'entend. Monsieur le Président de la République, comme cet éléphant, quand vous aurez parlé à la nation tout entière, tout le monde vous entendra. Et je suis persuadé que même les plus récalcitrants vous entendront, vous comprendront et adhéreront. Je ne souhaite pas différer plus longtemps ce moment exceptionnel que vous attendez tous. Mais avant,
il ne me reste, dans la circonstance actuelle, qu'à prononcer la formule sacramentale de l'ouverture de la session et d'inviter le président de la République pour son intervention. Ainsi, Excellences, Mesdames et Messieurs, conformément aux dispositions de l'article 62, alinéa 3 de la Constitution et de l'article 2, alinéa 6 et 7 du règlement de l'Assemblée nationale, je déclare ouverte la deuxième session ordinaire de l'année 2016. À présent, très respectueusement, qu'il plaise à Monsieur le Président de la République de prendre la parole. Je vous remercie. La deuxième session ordinaire est ainsi ouverte. Le président de l'Assemblée nationale qui invite le président de la République à venir prendre la parole. Marius, quelques commentaires rapidement. Je voudrais juste dire qu'après avoir cité la Constitution et le règlement de l'Assemblée pour l'ouverture de la session, je dirais que le président de l'Assemblée nationale va, en application des dispositions de l'article 57 de la Constitution et de celle de l'article 88 du règlement de l'Assemblée nationale, inviter le président de la République à s'adresser directement à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est une autorisation constitutionnelle. C'est une autorisation constitutionnelle. Il n'y a pas de débat sur la question. Nous attendons maintenant l'allocution du président de la République. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit tout à l'heure. C'est bientôt le chômage collectif des députés. Les plus bons se feront réélire et ce serait tant mieux. D'ici quelques instants, le Parlement sera renouvelé avec ce Parlement et si la nouvelle Constitution est adoptée, il y aura une autre chambre, le Sénat, sinon pour légiférer. C'est cela. Et il faut préciser que la communication du président de la République... Honorables députés, Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous, représentants du peuple de Côte d'Ivoire, et à travers vous, à toute la population de notre nation qui nous suit en direct sur la RTI. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour votre invitation à prononcer une adresse à l'occasion de la cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Je voudrais aussi remercier, honorables députés, mesdames et messieurs, vous qui incarnez la représentation nationale, pour l'accueil que vous me réservez ce matin. Merci, merci à chacune et à chacun de vous. Je voudrais saluer tout particulièrement la présence de mon aîné, le président Henri Konan Bédié, dont la confiance, le soutien constant et les conseils avisés ont toujours été pour moi une source de motivation. Honorables députés, mes chers compatriotes, le 15 janvier 1962, le père fondateur de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, disait dans cette même salle et à cette même tribune ceci, et je cite, « Dans cette Côte d'Ivoire où est si vive la conscience de la responsabilité de génération en génération, la fierté veut que chacun de nous laisse à la génération future davantage qu'il n'a reçu. » Fin de citation. Je suis donc devant vous aujourd'hui pour qu'ensemble nous regardions ce que nous avons reçu de nos pères, pour qu'ensemble nous puissions méditer sur ce que nous en avons fait. Je suis devant vous pour que
nous envisagions ensemble ce que nous devons en toute responsabilité léguer à nos enfants et aux futures générations. Nos pères fondateurs avaient un idéal, celui de bâtir une nation forte, unie et prospère. Sur le chemin qu'ils ont tracé, ils ont doté la Côte d'Ivoire d'un premier contrat social et des valeurs de fraternité, de dialogue, de paix, de discipline et de travail. Des valeurs qui ont été garanties par les institutions de la République, avec l'implication de tous les Ivoiriens, de chaque Ivoirien. Ces valeurs ont permis de tisser des liens forts entre les populations. Ces valeurs ont permis de faire de la Côte d'Ivoire, de faire de la cohésion sociale une réalité. Ces valeurs ont fait de la Côte d'Ivoire un havre de paix, un pays où il fait bon vivre. Cette paix a été le creuset d'un développement économique fulgurant qui a également fait de notre pays une destination de choix pour les investisseurs. Le monde entier a alors parlé de miracle ivoirien. Honorables députés, mes chers compatriotes, pendant longtemps, nous avons pensé que cette paix et cette prospérité étaient inébranlables. Malheureusement, nous avons découvert qu'elles étaient fragiles et que sans ces valeurs, tout pouvait basculer et la nation pouvait vaciller. À cause de nos incompréhensions, nous nous sommes éloignés de nos valeurs et des idéaux de notre République. Nous sommes allés loin et nous avons payé le prix fort en tension sociale, en crise économique, en nombreuses pertes en vie humaine. Lorsque nous nous sommes engagés à corriger ces erreurs, à travers l'élection présidentielle de 2010, les intérêts individuels et partisans de certains ont été plus forts que le courage de donner une nouvelle chance à la Côte d'Ivoire et afin de retrouver son lustre datant. Notre pays a sombré dans une grave crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts, mis à mal la cohésion sociale et provoqué l'effondrement de l'État et de l'économie. Aujourd'hui, le temps est venu de définir ensemble ce que nous voulons vraiment bâtir comme nation. Le temps est venu de décider de ce que nous allons léguer à nos enfants et aux générations futures. Honorables députés, mes chers compatriotes, j'ai toujours souhaité rendre à la Côte d'Ivoire ce qu'elle m'a donné. Parce que, je l'ai dit et je le répète, j'aime profondément mon pays. Dans cette optique, j'avais deux priorités au moment où je briguais la magistrature suprême. Bien évidemment, et en tout premier lieu, l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Et, bien entendu, le renforcement de notre démocratie et de l'état de droit. En plus de ces priorités, je m'étais engagé, lors de la campagne présidentielle de 2010, à doter notre pays d'une nouvelle constitution, celle de la Troisième République. Je suis un homme de parole et je suis devant vous pour tenir cet engagement. Mais du fait de la crise post-électorale, nous avons dû parer au plus urgent, à savoir le retour de la paix et de la sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale,
la normalisation institutionnelle, le redressement économique et la relance économique. Grâce aux efforts conjugués du gouvernement et du peuple ivoirien, nous avons ramené la paix et assuré la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons mis en place la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, la CDVR, dont les travaux ont permis d'identifier les causes profondes de la fracture qui a disloqué notre nation et de tirer des leçons de crise, des crises qui nous ont secoués. Grâce au travail de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, la CONARIV, nous avons démarré le processus d'indemnisation des victimes des différentes crises que notre pays a traversées. Nous avons ainsi restauré l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Nous avons remis l'administration en marche avec des exigences accrues en matière d'intégrité et d'efficacité. Nous avons redéployé l'administration et réhabilité les services sociaux de base afin que nos concitoyens, dans les villages les plus reculés, ne se sentent pas oubliés. Nous avons rapidement engagé le processus de normalisation institutionnelle pour doter notre pays d'institutions fortes et crédibles afin qu'elles accompagnent la marche de notre pays vers son développement. Une étape charnière de cette normalisation institutionnelle, et peut-être l'une des plus importantes, a été l'organisation des élections législatives, une évolution importante pour la consolidation de nos avancées démocratiques. Donc, honorables députés, vous n'êtes pas au chômage. Nous sommes fiers de vous. Je sais que vos prédécesseurs ont eu 10 ans, mais maintenant c'est la démocratie. Les prochaines élections doivent avoir lieu dans des délais raisonnables. Nous avons investi plusieurs centaines de milliards de francs CFA pour restaurer nos infrastructures, offrir de meilleures conditions de vie à nos concitoyens et changer l'image de notre chère Côte d'Ivoire. Ainsi, des centaines de kilomètres d'autoroutes et des milliers de kilomètres de routes ont été réhabilités et construits pour connecter nos populations et faciliter les échanges économiques. Nous avons assuré à des millions d'Ivoiriens l'accès à l'eau potable et nous avons raccordé plusieurs localités au réseau électrique. Nous avons investi massivement dans nos écoles et nos universités pour offrir à notre jeunesse un cadre d'éducation et de formation adéquat, leur donnant ainsi une chance de réussite sociale pour eux-mêmes et leurs familles. Nous avons réhabilité et construit des centres de santé et des hôpitaux à travers le pays pour que tous les Ivoiriens aient accès à une meilleure prise en charge médicale dans leur environnement immédiat. Nous avons redonné à la Côte d'Ivoire sa place dans le concert des nations et retrouvé notre rôle de locomotive dans la sous-région. Nous avons restauré l'attractivité économique et touristique de la Côte d'Ivoire et nous avons redonné à nos concitoyens leur fierté dans le monde. Nous avons redressé et relancé notre économie au point d'en faire l'une des économies les plus dynamiques au monde, avec un taux de croissance annuel de 9% en moyenne. Nous avons redistribué les fruits de cette croissance économique en augmentant les salaires des fonctionnaires, en doublant le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, en finançant les projets de centaines de milliers de femmes et de jeunes et en créant plus d'1 million d'emplois en 5 ans. Ainsi, la pauvreté a reculé dans notre pays.
À cet égard, je voudrais réaffirmer notre détermination à créer encore plus d'emplois pour nos jeunes, grâce à une croissance économique soutenue et aux actions de l'Agence Emploi Jeunes. Nous avons tout mis en œuvre pour que nos parents paysans bénéficient d'une meilleure rémunération de leur travail. Ainsi, le prix du kilogramme de cacao a franchi pour la première fois la barre historique de 1 000 francs CFA. La barre historique de 1 000 francs CFA lors de la dernière campagne. Et par ailleurs, nous venons de fixer à 1 100 francs CFA le prix du kilogramme cette année, le 1er octobre. Il en est de même pour l'anacarde, pour lequel nous avons réussi à garantir le prix de 500 francs CFA le kilogramme. Le quotidien de nos concitoyens en milieu rural s'est considérablement amélioré grâce à l'augmentation de leurs revenus ainsi que la proximité des services sociaux de base tels que l'eau, la santé, les écoles ou encore l'électricité. Tous ces résultats, nous les avons obtenus ensemble avec tous, grâce à la solidarité de l'exécutif et du législatif. Je voudrais donc, honorables députés, vous féliciter à nouveau pour votre contribution. Ces résultats ont été reconnus positivement par nos concitoyens à travers un score sans appel lors de l'élection présidentielle d'octobre 2015 qui s'est déroulée dans un climat de paix. C'est pourquoi je voudrais à nouveau remercier chacune et chacun d'entre vous pour avoir contribué à changer la Côte d'Ivoire et la vie de nos compatriotes. Honorables députés, mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous devons aller plus loin pour notre pays. Nous devons aller plus loin pour nos concitoyens. Pour cela, nous devons nous assurer que plus jamais notre beau pays ne retombe dans les travers du passé. Nous devons nous assurer que plus jamais les Ivoiriens ne s'affrontent. Nous devons bâtir une nation encore plus forte, plus unie et plus solidaire. Une nation qui transcende nos ethnies, nos tribus ou nos communautés. Une nation plus stable, avec des institutions modernes. Une nation réconciliée et en paix. Une nation plus équitable, avec un renforcement des droits et devoirs de chaque citoyen. Une nation plus dynamique pour le bonheur et le bien-être de chaque Ivoirien. Nous devons jeter les bases d'une Côte d'Ivoire nouvelle qui va rayonner dans le monde par son idéal de société basé sur la fraternité, le pardon, le respect de notre diversité, la culture de la paix. Une Côte d'Ivoire nouvelle qui va rayonner par son dynamisme et l'ouverture de son peuple. Une Côte d'Ivoire nouvelle qui va rayonner par sa marche inexorable vers le développement et la modernité. Cette Côte d'Ivoire nouvelle, nous le devons aux femmes de notre pays. Nous le devons à notre jeunesse. Nous le devons aux générations futures. C'est pourquoi je voudrais m'adresser à vous, les représentants du peuple ivoirien, avec un avant-projet de la nouvelle Constitution qui porte cet idéal. Le voici. La rédaction de cet avant-projet a débuté il y a plusieurs mois par des consultations avec toutes les composantes de notre société, les partis politiques, les chefs traditionnels, les guides religieux, la société civile, les femmes, les jeunes. Le comité d'experts
mise en place a reçu les contributions de toutes les forces vives de la nation, désireuses d'apporter leur pierre au fondement de la Côte d'Ivoire nouvelle. Je m'en félicite et je voudrais les remercier pour leurs précieuses contributions. Je voudrais également remercier et féliciter le comité d'experts pour l'important travail accompli sur les bases des orientations que je leur ai données en vue de l'élaboration de cet avant-projet de constitution pour la Troisième République. Je salue leur engagement au service de notre pays. Je rends particulièrement hommage à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, avec qui je partage depuis plusieurs mois, et je me suis rendu à Daoukro à plusieurs reprises, avec qui je partage les orientations de cet avant-projet de constitution. Je voudrais me réjouir, cher aîné, de notre convergence de vues. Honorables députés, mes chers compatriotes, l'esprit de cet avant-projet de constitution est de renforcer la cohésion sociale, d'assurer et de garantir à notre pays la paix et la stabilité, l'égalité entre nos populations, la modernité et le développement pour le bien-être de chaque Ivoirien. C'est aussi l'occasion de tourner définitivement la page des crises successives que notre pays a connues, d'écrire de nouvelles pages de notre histoire en proposant un nouveau pacte social qui consacrera l'avènement de la Troisième République. Notre objectif principal est de donner à notre pays un acte constitutionnel plus moderne qui renforce les droits et devoirs de tous les citoyens, tout en tenant compte des préoccupations des uns et des autres. Ainsi, cet avant-projet de constitution réaffirme l'attachement de la Côte d'Ivoire aux droits humains et aux libertés. Oui, il interdit avec une plus grande fermeté toute forme de discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion ou l'ethnie. Il garantit le droit de chaque Ivoirien à un libre accès à la justice, à l'information et aux documents publics. Il constitutionnalise l'école obligatoire, l'interdiction du travail des enfants, la liberté de création artistique et littéraire, et criminalise le déversement des déchets toxiques. Dans cet avant-projet de constitution, il est clairement établi que seul l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques de nationalité ivoirienne peuvent accéder à la propriété foncière rurale et que les droits acquis sont garantis. Je répète, à la propriété foncière rurale. Quant à la société civile et aux associations de défense des droits de l'homme, légalement constituées, elles sont reconnues comme une composante importante de la République, comme il se doit, et comme elles agissent. En ce qui concerne les devoirs, l'avant-projet garantit la protection des personnes en situation de handicap. Il prévoit la promotion, le développement et la protection de la femme, la protection des droits politiques de la femme et la parité entre les hommes et les femmes. Oui, je répète qu'il prévoit la promotion, le développement et la protection de la femme, la promotion des droits politiques de la femme et la parité entre les hommes et les femmes.
Il soumet l'État et les collectivités à l'obligation de créer les conditions favorables à l'éducation civique et morale de la jeunesse et à sa participation au développement de notre pays. Ce nouveau contrat social constitutionnalise la promotion et le respect de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Honorables députés, mes chers compatriotes, au niveau institutionnel, cet avant-projet de constitution reprend intégralement les conditions d'éligibilité à la présidence de la République telles que convenues en 2003 par l'ensemble des acteurs politiques lors de la table ronde de l'INAS Marcoussis. Cet accord, qui a été difficile à négocier, a fait l'objet de la résolution 1464 du 4 février 2003 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Les propositions issues de cet accord avaient d'ailleurs été adoptées par l'Assemblée nationale précédente et un référendum aurait dû être organisé en 2004. Ainsi, en vous proposant cet avant-projet de constitution, nous sommes conformes à nos engagements internationaux et de manière fidèle. L'avant-projet prévoit aussi la création d'un poste de vice-président élu au suffrage universel direct, en même temps que le président de la République, et soumis aux mêmes conditions d'éligibilité. Le vice-président supplée le président de la République lorsqu'il est hors du territoire. Ses attributions lui sont dévolues par le chef de l'État, principalement dans les domaines relatifs à la souveraineté. En cas de vacance de la présidence de la République, le vice-président garantit la stabilité et la continuité du fonctionnement de l'exécutif d'une part et le respect du calendrier électoral d'autre part. Il s'agit de mettre notre pays à l'abri d'incertitudes pouvant déboucher sur une crise ou un ralentissement économique lié à l'organisation d'élections anticipées. L'objectif de cette réforme est qu'en cas de vacance du pouvoir, la succession se fasse dans la paix, car tout comme le président de la République, le vice-président sera élu directement par le peuple souverain. Afin d'offrir plus de visibilité politique, le calendrier de l'élection présidentielle est désormais constitutionnalisé. Le cycle électoral sera ainsi connu à l'avance par tous, avec des dates précises, afin qu'aucun report ou décalage ne puisse perturber la stabilité de notre nation. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et je me répète, le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Il en est de même pour le vice-président. Une autre réforme institutionnelle est celle de la création d'un Sénat. Désormais, le Parlement ivoirien sera composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais, honorables députés, rassurez-vous, l'Assemblée nationale a la primauté et demeure la Chambre des représentants, tandis que le Sénat représentera les collectivités territoriales décentralisées et les Ivoiriens de l'étranger. Cela signifie que le Sénat aura une vocation spécifique de représentation des collectivités locales. La Côte d'Ivoire a fait très tôt le choix de la décentralisation et le Sénat est donc la reconnaissance institutionnelle des collectivités territoriales décentralisées.
De plus, notre pays est riche d'hommes et de femmes bien formés qui ont acquis une expérience inestimable en servant l'État, les institutions nationales et internationales et le secteur privé. J'ai la ferme conviction que leurs expériences, leurs compétences et leurs avis seront utiles pour la marche de notre pays vers la modernité et le développement. Les règles de coopération entre l'Assemblée nationale et le Sénat sont établies de manière à éviter un allongement des délais, des procédures parlementaires et des conflits de compétences entre les deux institutions. Au plan judiciaire, cet avant-projet de constitution réaffirme et renforce l'indépendance du pouvoir judiciaire. La présidence du Conseil supérieur de la magistrature est dorénavant confiée à une personnalité nommée parmi les hauts magistrats. Afin de garantir un meilleur fonctionnement du pouvoir judiciaire, la Cour suprême et la Cour des comptes sont désormais deux juridictions. La Cour des comptes ayant été érigée en une institution séparée, conformément à nos engagements au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Les contributions de nos autorités traditionnelles ne sont plus à démontrer. C'est de façon légitime que cet avant-projet de constitution renforce le rôle de la Chambre des rois et des chefs traditionnels, afin que la République continue de bénéficier de leur sagesse dans la gestion des conflits sociaux, la préservation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale à travers la valorisation de nos us et coutumes. Nous prévoyons d'étendre le champ des compétences du Conseil économique et social aux aspects environnementaux et culturels. Ainsi, ce centre d'expertise pourra apporter à la nation un meilleur éclairage dans notre marche vers la modernité et le développement. Honorables députés, mes chers compatriotes, notre pays est appelé à un grand destin, celui d'être un modèle d'espérance promise à l'humanité, comme nous le chantions encore tout à l'heure dans notre hymne national. La Constitution de la Troisième République se veut être un contrat social pour l'accomplissement de ce destin pour des générations. À ceux qui s'interrogent sur l'opportunité de cette nouvelle Constitution, je veux leur dire qu'il n'y a pas de contradiction entre l'action quotidienne que nous menons pour le bien-être de nos concitoyens et le processus en cours. En effet, nous sommes plus que jamais déterminés à continuer d'assurer un meilleur partage des fruits de la croissance afin de permettre une amélioration continue des conditions de vie de nos compatriotes. Cependant, l'expérience a démontré que si nous voulons pérenniser l'action gouvernementale à long terme, il est indispensable de mettre en place un cadre institutionnel solide. Le moment est donc venu de tenir cette promesse d'une nouvelle espérance à travers cet avant-projet de constitution que je vous soumets, vous, les représentants du peuple de Côte d'Ivoire. C'est un acte de responsabilité devant l'histoire. C'est un acte d'amour pour notre pays. Parce que je veux le meilleur pour mon pays. Je veux le meilleur pour mon peuple. Je me tiens devant vous avec cet avant-projet de constitution, avec la ferme conviction que son adoption permettra à notre beau pays d'aller au-delà de la vision de nos pères en jetant les bases d'une Côte d'Ivoire plus stable et en paix. L'enjeu va au-delà de nos sensibilités politiques, au-delà de nos ethnies, au-delà de nos régions d'origine.
Parce qu'il s'agit ici de ce qu'il y a de plus grand que la somme de nos intérêts personnels. Il s'agit de la Côte d'Ivoire nouvelle. C'est donc avec beaucoup de fierté que je vous soumets ce nouveau contrat social. Parce que tout comme vous, je veux ce qu'il y a de meilleur pour notre nation. Honorables députés, une fois que vous aurez examiné, et je l'espère, adopté cet avant-projet avec vos amendements, le projet de constitution Merci. Le projet de constitution sera soumis au jugement du peuple souverain de Côte d'Ivoire par référendum. Oui, par référendum. Ainsi, chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien, quel que soit son rang et sa situation sociale, se prononcera pour que la démocratie triomphe, pour que la Côte d'Ivoire nouvelle devienne une réalité. Honorables députés, mes chers compatriotes, ce jour est un grand jour. Oui, un jour exceptionnel, comme l'a rappelé le président de l'Assemblée nationale. C'est la 3e fois dans l'histoire de notre nation que le chef de l'exécutif est invité à prendre la parole dans cette institution importante de la République. Oui, c'est la première fois que nous avons cette rencontre entre le président de la République et les honorables députés que vous êtes. Et ce jour est exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, en venant devant vous, mon objectif est de vous dire que mon souhait le plus ardent, en vous proposant cet avant-projet, c'est de pérenniser la stabilité et la paix de notre nation. Donc, je compte sur vous pour que nous fassions en sorte de remplir pleinement cette mission et d'envoyer à nos concitoyens et aux générations futures un message d'amour de notre peuple, d'espérance et de paix. Je vous exhorte à porter la bonne nouvelle de cet avant-projet que je vous montre à nouveau et dont vous détenez copie chacun de vous. Je vous exhorte à porter la bonne nouvelle dans toutes les circonscriptions de notre pays, dans chacune des circonscriptions de notre pays. Je vous invite de dire qu'avec cette Constitution, nous allons instaurer la 3e République, c'est-à-dire la République de la Côte d'Ivoire nouvelle, et que cette République doit se mettre en place dans les prochaines semaines. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre cher pays. Je vous remercie. Merci à vous. Voilà, nous sommes à la fin de l'allocution du président de la République, le président Alassane Ouattara, qui demande aux députés de pérenniser la stabilité de notre pays en apportant, il a bien précisé, les amendements à l'avant-projet de constitution pour dire aux uns et aux autres il s'agit de la démocratie, il ne vient pas pour imposer quoi que ce soit. C'est un avant-projet, c'est pour cela qu'on a eu des cesse de le répéter. Les députés vont apporter leur touche avant de soumettre à référendum. Et je pense que c'est cette phrase qui a fait applaudir les députés. Absolument. Parce qu'une Assemblée nationale qui est une assemblée délibérante qui ne peut pas faire d'amendement ne vaut pas la peine. Et le président reconnaît de façon très publique le rôle important, le rôle central, le rôle, je dirais, déterminant que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire va jouer dans la mise en place de la nouvelle République.
Et l'Assemblée nationale se satisfait de ce que la nouvelle constitution, au dire du président de la République, lui accorde la primauté dans l'édiction de normes. Il a dit que le Sénat, Merci, une collectivité... Excellence, Monsieur le Président de la République, les propos si pertinents, fort lancés à l'endroit de la représentation nationale de Côte d'Ivoire, je peux vous l'assurer, ont été entendus et nous tâcherons de vous accompagner dans ce dessein noble pour le peuple ivoirien. Chers invités, nous allons procéder à une nouvelle suspension de séance pour permettre à Monsieur le Président de la République de se retirer. Merci. Eh bien, donc, je le disais tout à l'heure, un Parlement bicaméral avec une primauté pour l'Assemblée nationale et un Sénat qui représente donc les collectivités territoriales et les Ivoiriens de l'étranger, et une constitution qui prévoit des règles de fonctionnement de ces deux chambres dans le strict respect, bien entendu, des attributions de chacune d'elles. C'est important. Cela montre bien l'évolution, le pas vers vers la modernité que la Côte d'Ivoire va faire avec cette nouvelle constitution. Et le président de l'Assemblée nationale ne s'est pas fait prier pour dire que l'Assemblée nationale a eu des mots, vient de recevoir du président de la République des mots bien placés. Il reconnaît son droit d'amendement et c'est là le droit de la libre expression des députés. Donc les parlementaires ivoiriens sont heureux de savoir la place qui leur est réservée dans la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle qui va ouvrir la Côte d'Ivoire sur une troisième république. Bitonné Angwa, je pense que c'est quelque chose d'important que le peuple de Côte d'Ivoire doit savoir. Le président de la République reconnaît la place du député dans la République de Côte d'Ivoire et c'est de bonne guerre. Voilà le président de la République qui va maintenant se retirer. On a vu saluer quelques députés. Je pense que la cérémonie au niveau des députés va se poursuivre tout à l'heure. Mais pour les téléspectateurs, si Alvor Assa est prêt, certainement qu'il va prendre quelques réactions. Voilà, la séance a été suspendue. Le président de l'Assemblée nationale qui accompagne le président de la République, on rappelle dans ce discours-là qu'il n'a pas manqué de remercier le président Henri Konan Bédié et pour bien sûr ses conseils. Et comme le président de la République, Alassane Ouattara, le disait, les pères fondateurs avaient un idéal, bâtir une nation forte. C'est dans cette droite ligne-là que lui, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, veut évoluer. Parce que si la Côte d'Ivoire est aujourd'hui une destination de choix pour les investisseurs, c'est parce que des valeurs ont été défendues, même si il y a eu quelques trébuchements lors de notre parcours. On est même allé jusqu'à payer le prix fort. Et donc, il s'agit aujourd'hui, à travers cet avant-projet de constitution qui va être amendé par les députés, de définir ce que nous voulons laisser aux futures générations. C'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie, le renforcement de la démocratie. Doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution va certainement ouvrir une nouvelle page qui va certainement empêcher les Ivoiriens de s'affronter. Puisqu'on le sait, nous sortons d'une crise et le président l'a rappelé dans les engagements pris lors des accords de Elinas Makoussi. Il fallait retoucher la Constitution, mais au lendemain de la crise post-électorale, il fallait parer au plus pressé et donc reconstruire l'État, faire la promotion de la paix. Voilà pourquoi réviser la Constitution, élaborer une nouvelle Constitution vient maintenant lors de son deuxième mandat. Alors, si Alvor a quelques intervenants, Alvor, pas encore. Alors, Varus, oui.
Quelques commentaires, la séance est suspendue. Quelques commentaires après cette allocution. Ben, je pense que l'affirmation par le président de la République du droit d'amendement des députés va ramollir les irréductibles. Ils pourront se constituer en lobby, en groupe de pression, rendre visite à l'Assemblée nationale. Ils pourront s'approcher des députés, leur faire état de leurs préoccupations, peut-être leur inspirer les amendements des députés plutôt que de se braquer contre cette constitution. Et je pense que c'est de bonne loi que le président de la République puisse reconnaître de façon solennelle le droit d'amendement des députés sur cette constitution à venir. Et je crois que les députés s'en sont réjouis. Nous-mêmes, en tant que secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, nous nous en réjouissons, et ce d'autant que nous sommes à la disposition du peuple ivoirien et que le peuple puisse s'exprimer à travers les députés sur cette constitution avant même de passer au processus de votation. Et je pense que c'est une grande nouvelle qui nous est apportée et nous pensons que les députés vont s'inscrire dans cette logique. Alors nous apercevons Alvar Assa dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous pensons que dans quelques instants, il pourra mettre la main sur quelques députés. Alors, qu'est-ce qui attend maintenant les députés après l'ouverture de la deuxième session ordinaire? C'est vrai que cette session a été ponctuée par le discours du président de la République que tout le monde attendait. Lui, il se retire. Les travaux vont certainement se poursuivre. Mais qu'est-ce qui les attend au cours de cette deuxième session qui va durer jusqu'en décembre? Je pense que tout à l'heure, nous aurons la primeur de l'information. Je ne voudrais pas aller plus vite que la voiture elle-même. Mais je dirais tout simplement que l'Assemblée nationale aura à adopter tout à l'heure le calendrier des travaux de la deuxième session. Et au nombre des actions, des textes à examiner, je pense qu'il aura en bonne place, se trouve en bonne place la Constitution. Et donc, les députés devront s'instruire sur ce qu'on appelle Constitution, sur les principes que la Constitution prend en charge. Ils devront s'approcher des juristes, ils devront s'approcher des légistes. Et d'autant de personnes de qualité existent dans ce pays pour pouvoir permettre aux députés d'avoir une bonne lecture de ce projet de constitution et de donner à la Côte d'Ivoire une constitution consensuelle, une constitution qui va créer un pays où il fait bon vivre. Et je pense que le président de la République a souvent répété des mots et expressions qui font référence à la morale et au droit. L'égalité qui est un terme juridique et l'équité qui est un terme moral. Et donc nous voulons, à travers cette nouvelle constitution, créer un état de droit et un état qui fait de la morale son leitmotiv. Alors Alvar Assa, je l'ai entendu tout à l'heure, est-ce que vous avez quelques... Oui Alvar, allez-y. Quelques réactions après l'allocution du président de la République? Alors, bonjour Victorien. On a juste un petit souci par rapport au retour de la caméra de Fousseni. Alors, on peut les avoir, mais on ne les aura pas avec les images. Ça va être un peu... allez-y, l'essentiel, c'est qu'on les entende. Merci, Victorien. Alors, vous vous présentez, vous êtes député de quelle circonscription? Je suis le député d'Aïmbel-Kossou-Préture, M. Eou Montano. Alors, très bien. Vous avez entendu le président de la République à l'instant. Alors, quelle réaction? Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vient de présenter lui-même l'avant-projet de la Constitution en s'adressant aux élus du peuple que nous sommes. Et ce projet-là, il tient tellement à cœur qu'il a souhaité que nous qui sommes les élus du peuple, nous l'accompagnions dans cette aventure-là. Et nous sommes prêts à l'accompagner. Merci beaucoup. Alors, Victorien? Oui, vous avez quelqu'un d'autre? Oui, on peut prendre juste d'autres... allez-y, vous avez la possibilité. Nous voulons recueillir les réactions des parlementaires après l'allocution du président de la République. D'accord. Nous avons maintenant le député de Tébissou. Voilà. Honorable. Oui, je suis le député Assa Oufoué de Tébissou. Le discours magistral du président de la République à l'Assemblée nationale permettra de dissiper toutes les rumeurs qui ont provoqué au sein de nos populations quelques inquiétudes. Aujourd'hui, nous serons plus à l'aise pour aller expliquer dans nos contrées le contenu et les bienfaits
ce projet de nouvelle constitution. Parce que lorsque le président lui-même est venu expliquer et présenter le projet, ça rassure davantage que les rumeurs que les gens animaient dans le pays. Nous sommes véritablement satisfaits. Et notre tâche sera allégée quand nous irons dans nos contrées, dans notre circonscription, pour expliquer à nos populations. Merci, honorable. Victorien. Oui, je crois qu'on va passer l'antenne à Cocody. L'Assemblée nationale est l'unique chambre du Parlement ivoirien. Et le président propose une seconde chambre. Elle tire son héritage de la période coloniale. Elle a été instituée par la Constitution ivoirienne du 31 octobre 1960 et composée le 27 novembre 1960 avec un effectif de 70 députés élus, tous ivoiriens. En Côte d'Ivoire, le pouvoir législatif est exercé par cette unique chambre dont les membres, les députés, sont désignés par circonscription au scrutin de liste majoritaire bloqué à un tour sans vote préférentiel ni panachage. Les pouvoirs de cette institution expirent à la fin de la deuxième session ordinaire de la 5e année de son mandat. Elle est alors renouvelée intégralement en mettant en compétition tout citoyen qui le souhaite, pourvu qu'il soit âgé de 25 ans au moins et qu'il n'ait jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. En tout cas, merci beaucoup Marius Ndri de nous avoir accompagnés. Il est le secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale. Tous nos remerciements aux équipes de retransmission, aux équipes techniques et de production, pilotées respectivement par les directeurs Koulibaly Siedou, Dala Diabagate, Konesri Kissil, sous la supervision du directeur des reportages institutionnels Iba Dambélé Saoué. À la réalisation, Konate Kronsina et Keita Aboubaka Sidiki alias Wari Fache, Victoria Angwa au palais de l'Assemblée nationale, Abidjan Plateau pour RTI 1. Bonne suite de programme. Merci à vous, envoyés spéciaux de la RTI à l'Assemblée nationale. Nous sommes donc en direct sur ce plateau avec notre invité, le docteur Séverin Guibé-Songui. Alors, une précision à apporter. Il faut préciser que ce texte est soumis aux parlementaires pour examen et non adoption. Alors, il faut préciser qu'il s'agit à ce stade d'un avant-projet qui deviendra projet lorsqu'il sera validé, examiné, adopté successivement par le gouvernement, comme cela a été fait, et ensuite par les parlementaires. Une fois examiné, adopté par ces deux structures, et par les représentants du peuple que sont les parlementaires et d'un côté par ceux qui ont eu l'initiative, l'exécutif, alors l'avant-projet deviendra projet. Et c'est ce projet qui sera soumis à référendum par le peuple. Donc l'adoption appartiendra au peuple qui va l'approuver ou le rejeter. Seul le peuple est compétent ici en ce qui concerne l'élaboration de la Constitution pour adopter le texte. Lors de l'adoption du texte, du projet de texte constitutionnel, il pourra soit l'approuver ou soit le reprouver, l'accepter ou le rejeter. Et après, une fois donc après le référendum, il appartiendra, une fois que le peuple aura adopté le projet de constitution par référendum, on ne parlera plus de projet de constitution, on parlera de constitution. Avant projet de constitution et la Constitution dès l'instant où l'adoption par voie référendaire aura été faite par le peuple. Et en somme, à la suite de cela, le président de la République va promulguer la nouvelle Constitution qui rentrera en vigueur et sera donc applicable. À quel moment passe-t-on d'une république à une autre? Alors, nous sommes dans le cas spécifique de passage d'une république à une autre. Nous avons écouté attentivement le président de la République lorsqu'il présentait les innovations majeures de cet avant-projet de constitution aux représentants du peuple et donc au peuple tout entier à travers ses représentants, de contrat social, de nouveaux contrats social. Nouveau contrat social, nouvelle république. Alors, dès l'instant où on élabore une nouvelle constitution, on touche aux fondamentaux de l'État. Alors, il ne s'agit pas, contrairement à la révision, à l'élaboration initiale, dans le cas d'un nouvel État
où on élabore pour un nouvel État une constitution, d'un acte de naissance, comme on le dit, pour l'État. Ici, dans le cas espèce, on parle dans le cadre d'un acte de naissance de l'État de Côte d'Ivoire, parce que l'État de Côte d'Ivoire existe et ne va pas renaître. Donc, nous allons, à travers l'élaboration de la Constitution, on touche aux fondamentaux, on change le fondement de la nation, donc le socle de la nation, et on passe d'une république à une autre. On n'est plus dans la même république avec l'élaboration d'une nouvelle constitution. En clair, nous sommes dans la deuxième république et à travers l'adoption par voie référendaire de la nouvelle constitution va marquer le passage d'une république à une autre, donc la deuxième république à la troisième république ivoirienne. Et dans cette nouvelle constitution, on parle de la création d'un poste de vice-président. Ça veut dire que le président de l'Assemblée nationale ne sera plus la deuxième personnalité de la République de Côte d'Ivoire. C'est bien exactement. Clair. Alors, l'une des innovations majeures, comme on l'a constaté et comme l'a dit le président de la République, c'est l'institution d'un poste de vice-président. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'institution d'un poste de vice-président répond à l'affinement de la nature du régime présidentiel, du régime de type présidentiel ivoirien. Alors, nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Nous sommes dans un régime présidentiel. Et dans un régime présidentiel, ce qui sied le mieux, c'est un poste de vice-président. Et là, déjà, c'est important. Alors, dès l'instant où le poste de vice-président, qui est en général le colistier du président, est institué, en rang protocolaire, le vice-président devient le deuxième personnage de l'État. Naturellement, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale du moins, deviendra en rang protocolaire le troisième personnage et non plus le deuxième personnage comme c'est en l'état actuellement. D'accord. Et celui qui pourra aussi venir lors de la vacance du pouvoir, à la succession du président de la République, pour assurer l'intérim de la présidente de la République, ce sera non plus le président de l'Assemblée nationale, mais bien évidemment le vice-président de la République. Donc le vice-président de la République aura, je dirais de façon générale, deux fonctions, deux rôles spécifiques. Un rôle de suppléance, la suppléance lorsque le président de la République est absent du territoire, empêchement temporaire, donc on parle de suppléance. Il va suppléer le président de la République, mais sur délégation du président, mais assurer l'intérim uniquement qu'en cas de vacances de la présidence de la République. Merci, donc c'est la fin de ce plateau spécial. On se retrouve à 20h pour revenir sur les temps forts de cette cérémonie. Bien avant, vous aurez l'édition de 13h proposée par la direction de l'information télévisée. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien.